le requiem du peuple Aïnou. À l'instar des nations amérindiennes, ce qui reste aujourd'hui du peuple Aïnou, jadis si remarquable et si ardemment épris de liberté, se voit misérablement cantonné dans quelques villages aborigènes. Il s'éteint en silence, abandonné à un sort qu'il ne mérite guère. Avant l'hégémonie japonaise, son immense territoire se déployait, pourtant, à la manière d'un arbre majestueux. La grande île de Hokkaido, alors nommée Ezo, en constituait le tronc massif, d'où s'élançaient deux branches distinctes. L'une, inclinée vers le nord-ouest, n'était autre que l'île de Sakhaline, quitta Ezo ou Ezo du nord. L'autre, vers le nord-est, dessinait le chapelet des Kouriles, Okuezo ou Ezo des confins, égrené jusqu'à la pointe du Kamtchatka. Aux confins du monde connu. Pendant près d'un millénaire, le Japon n'eut aucune notion sérieuse de ces îles cachées sous les brumes mythologiques. Le peu qu'il en savait lui venait de singulières denrées qu'il recevait par le troc, huile de requin, plumes d'aigle, lichen médicinal, étranges habits cousus d'écorce l'été, de peau de phoque l'hiver, ou de oui-dire lointain, peu sûr, qui décrivait les chefs insulaires comme des géants très méchants et adonnés à la magie, capables, à leur volonté, de produire la pluie et faire souffler les tempêtes. Ce n'est qu'en 1604 qu'un daimyo fut investi à Matsumae, mais celui-ci se contentait, en quelque sorte, de monter la garde. Négligeable et négligée, ces îles furent également la seule partie du Pacifique qui échappa à l'activité infatigable du capitaine Cook. Et à ce titre, elles provoquèrent la curiosité de la Pérouse, qui, depuis son départ de France, brûlait d'impatience d'être le premier à y aborder. En 1787, les frégates sous son commandement mouillèrent devant Sakhaline, et les Français, descendus à terre, entrèrent en contact avec une race d'hommes différente de celle des Japonais, des Chinois, des Kamtchatkals et des Tartares dont ils ne sont séparés que par un canal. Subjugués par leur manière douce et spontanée autant que par leur rare intelligence, la Pérouse n'hésita point à les comparer aux Européens les mieux instruits. Il raconte avec émerveillement comment un insulaire, comprenant ses requêtes, saisit un crayon pour tracer sur le papier une carte rigoureusement exacte et indiquée par des traits, le nombre de journées de pirogue. Vint la restauration de Meiji, qui allait bouleverser les équilibres séculaires de l'Ezo, peut-être plus encore que ceux du Japon. Au fil d'une politique brutale de défrichement et de colonisation, aggravée de dépossessions autoritaires, l'administration centrale soumit les Aïnous à une tutelle de marâtres qui effaçait jusqu'au nom de leur terre. Dans cette marginalisation forcée, leur riche littérature orale, transmise de génération en génération dans le sanctuaire de leur mémoire, s'étiola jusqu'à n'être plus que souvenir de grands-parents. Oublier les chants consacrés aux ancêtres, et Nul-Yukar, les épopées divines, Kamui-Yukar, et les contes, Unwapeke, où s'animait une nature vaguement personnifiée, la mer qui nourrit, la forêt qui abrite, l'ourson élevé au village avec un soin infini, ainsi que le déplore Kubodraït Suiko, à part quelques vieillards, les Aïnous n'emploient plus leur langue, ils parlent japonais. La ferveur sacrificielle de Shirayuki. C'est pour conjurer ce sort que surgit Shirayuki, tiraillé entre son éducation japonaise moderne et l'héritage de ses aïeuls, récitantes illustres, se sachant condamné par la maladie. Cet Aïnou employa sa très brève existence à transcrire en latin et à traduire en japonais 13 épopées divines, devenant la jeune fille qui capturait les dieux en cadeau aux siens. Son cœur s'arrêta de battre à l'âge de 19 ans, quelques heures à peine après l'achèvement de son manuscrit. アイヌ神話集 Recueil de chants Aïnou. Sa tante, Imekanu, et son frère, Shirimashio, reprirent ensuite le flambeau, publiant d'imposantes suites. Dans sa préface aux accents de testament, Shirayuki entonne traîne de se condamner à disparaître. 滅びゆくもの Où sont passés tous ces gens qui vivaient en paix dans les montagnes et dans les plaines? La nature qui existait depuis les temps anciens disparaît progressivement. Le peu d'entre nous qui restent encore ouvrent de grands yeux étonnés devant l'évolution du monde. Oh, silhouette pitoyable en train de périr, obligée de se raccrocher à la clémence d'autrui. La résistance par l'esprit de Nukishio Kizo. En parfait contrepoint à cet éloge funèbre,
Nukishio Kizo refuse la prophétie de l'extinction. À travers son manifeste de 1934, Assimilation et vestiges des Aïnous. アイヌの同化と戦勝。 Il ranime la fierté du nom Aïnou qui, dans la langue des siens, signifie être humain, fustigeant l'homme ordinaire. 人間。 Aveuglé par des intérêts personnels, il appelle de ses voeux l'avènement de l'homme vertueux. 人。 Point. Dans cet idéogramme, dont les deux traits s'épaulent l'un l'autre pour s'empêcher de choir, il lit l'allégorie même de notre besoin d'un soutien mutuel vigoureux et constant pour se maintenir debout, tel Confucius distinguant l'honnête homme 君子 de l'homme de peu, c'est dans la bienveillance active, érigée en vertu, que l'intellectuel entrevoit l'espoir d'une société enfin apaisée où les hommes vertueux respectent la puissance de la nature. À la recherche des amants volés. Tout comme a disparu le vieil Ezo, avec ses Aïnous, frères du fracas des torrents et de la plainte du vent dans les feuillages, menace aussi de s'effacer la théophagie sylvestre et barbare, la communion mythique avec l'invisible, les landes sauvages peuplées de souvenirs glorieux et de dieux Kamui, enfin, les primitives intuitions ayant pour centre l'idée du Rama, l'esprit, l'intimité secrète, le cœur de l'homme et des choses. Nous perdons notre propre part d'animisme dans un monde naturel qui ne cesse de rétrécir. Il est urgent d'essayer de la recouvrer, comme ces chamans d'autrefois qui s'élançaient dans une quête pour rattraper les amants volés des moribonds avant qu'elles ne se dissipent à jamais.